Et nous sommes partis pour un nouveau Competitive Innovation, et cette fois-ci en parlant du Nova Open. Cette semaine voit le retour de l'Open Nova, traditionnellement l'un des plus grands événements du calendrier 40K et qui revient en force cette année. Des chiffres super majors, un terrain Games Workshop et un top bracket très disputé produisant un vainqueur triomphant après 9 tours. Il y a aussi un bon nombre d'événements ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses à voir cette semaine. Les événements que nous allons couvrir sont le Nova Open, le Games of Westeros 12, le Radcon 2022, Da Summer WAG, Battlefield Birmingham 19, l'Iron Cage Hearst Headlock, le Midcon GT et l'Hertfordshire GT. Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, la prolifération continue d'événements signifie que nous devons réduire légèrement la taille et le temps consacré à cette rubrique. Mais nous voulons également nous assurer que le plus grand nombre possible de personnes reçoivent quand même un coup de projecteur lorsqu'elles réussissent. À cette fin, nous allons réduire un peu le nombre de démonstrations. Au lieu d'en écrire une pour chaque événement, nous allons en présenter entre 2 et 4 chaque semaine. Comment allons-nous choisir les épreuves, demandez-vous? Par la démocratie. Si l'on tient compte de la version classique incroyablement tordue où seule l'élite privilégiée a le droit de vote, ce qui, pour être clair, ne devrait absolument pas être le cas pour tout ce qui est plus important que Warhammer. Chaque lundi, je vais lancer un vote dans le Discord Goonhammer Patron avec la liste des matchs de la semaine. Et ceux qui obtiennent le plus de votes seront en tête de liste pour la couverture, ainsi que tout événement particulièrement important. Les résultats de ce processus cette semaine signifient que les confrontations d'aujourd'hui seront Necron contre Craftworld du Nova Open, les Emperor Children contre Crash of Bill à l'Iron Cage Hearst Headlock, et les Space Wolf successeurs contre la Ravenwing à l'Hertfordshire GT. Nous aurons également une double confrontation avec un invité à Nova, avec Mike Pestilence qui parlera de son jeu en finale de la deuxième tranche. Si vous souhaitez voter pour les futures éditions, alors allez voir le Patreon de Goonhammer, ou bien comptez sur le fait que nos mécènes actuels sont des personnes au goût excellent qui choisiront de bons jeux. Commençons les événements. Donc nous commençons avec le Nova Open 2022, 271 joueurs, 9 rounds en Super Major. Donc nous avons Craftworld contre Necron. Alors côté Necron, on est en éternel expansionniste, on a un détachement patrouille avec un Chronomancer en QG, en troupe nous retrouvons une unité d'immortels, en élite Canoptech Réanimateur, Canoptech Spider. Et enfin en soutien, nous avons une unité de 7 Locust Destroyers, dont un Locust Heavy Destroyer. Ensuite, nous avons un détachement Outrider avec en no-slot 2 Plasmacites. En QG, nous avons un Technomancer. En élite, 2 unités de 6 Corpec Destroyer. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Canoptech Scarab Swarm, 2 de 9 et une de 3. Ensuite, nous avons une unité de 6 Ophidian Destroyer et une unité de 3 petites Tombblade avec les Particle Beamer. Et pour finir, comme dans toute liste Necron, nous avons un détachement Supreme Command avec le Silent King. Du côté du Craftworld, donc nous sommes en Ultway avec Matt Schumann. Nous avons un détachement patrouille avec en no slot 2 unités de Warlock Skyrunner, la première avec Quick and Restrain, la seconde avec Protect Jinx. En QG, nous avons Eldrad Ultran. Ensuite, en deuxième QG, nous avons un Farseer Skyrunner avec le Ghost Helm of Ali Shassir. En troupe, nous avons une petite unité de 5 Rangers. En élite, nous avons 2 unités de 5 Banshee. La première avec sur l'Exarch le Mirror Sword et le Piercing Strike. Et sur la deuxième unité, nous avons toujours le Mirror Sword et le Nerf Shredding Shriek. En attaque rapide, nous avons une Viper et qui en a mis une petite Bright Lens. En soutien, nous finissons avec un Falcon, un canon Shuriken, Scatter Laser et Pulse Laser. Dans le deuxième détachement, nous avons une patrouille avec en QG l'Avatar de Kane et Baharot. En élite, nous avons 2 unités de 5 Dire Avenger avec la catapulte Shuriken supplémentaire sur l'Exarch. En troupe, nous avons une autre unité de 5 Rangers. En attaque rapide, 2 unités de 5 Swooping Hawk. Et enfin, en soutien, nous avons 2 Falcons en catapulte Shuriken jumelé, Scatter Laser et Pulse Laser. Les Craftworld ont la vie dure en ce moment, à cause d'un mélange de nerfs un peu lourds et de secondaires faibles, ou du moins de niche. Mais c'est une faction où les joueurs très expérimentés peuvent mettre en place une combinaison qui est encore du jeu. Ce que Matt a fait ici. Après 8 victoires, le dernier défi pour les forces d'Ultway était les Necrons, les anciens ennemis des Aeldari, aux mains de l'un des meilleurs joueurs d'Art of War, qui remportera la couronne du Super Major. Commençons par examiner les atouts de chaque camp. Pour les Necrons, c'est un peu comme d'habitude. Beaucoup d'objectifs sécurisés qui alimentent des secondaires extrêmement puissants, les 4 factions ont un jeu clair ici, ce qui leur permet de marquer des points très tôt, et de demander aux Aeldari de prendre de gros risques pour rester dans le jeu. Contre les Falcons que Matt amène, la capacité de s'étendre assez loin sur le plateau est également bonne, car elle repousse toute tentative de prise d'objectif. Enfin, la liste d'Aeldari n'a pas beaucoup d'options pour faire face à une unité complète de Chronometroned Scarab.
car le nombre de blessures est une chose pour laquelle ils n'ont pas d'outil unique. Les choses ne sont cependant pas entièrement sombres pour les Aeldari, car ils disposent de quelques atouts. Tout d'abord, leur secondaire devrait s'en sortir. Ils ne seront peut-être pas capables d'abattre les scarabées, mais ils les passeront suffisamment au crible, ainsi que les autres éléments, pour qu'il n'y ait pas de prisonniers, et l'interrogation psychique devrait convenir. Bien qu'il y ait quelques options de refus dispersées dans la liste Aeldari. Le tir relativement concentré des Nécrons signifie également que les Craftworld pourraient constater qu'ils ne perdent pas leurs unités aussi rapidement ou aussi sûrement que d'habitude après leur engagement. Enfin, un avatar avec objectif sécurisé entièrement buffé est honnêtement quelque chose que cette liste Nécron n'est pas fantastique à gérer. Beaucoup des dégâts qu'il lance sont de type dégâts 2, ce que l'avatar peut généralement ignorer. Et quand il est sur un objectif, il menace de devenir héroïque et de ramasser toutes les unités Nécron qui viennent essayer de le voler. Je pense que cela doit être le plan du Craftworld ici. L'espoir est de gagner le jet de mouvement de l'objectif et de déplacer l'objectif du No Man's Land voisin pour qu'il soit à un poil plus de 6 pouces de leur zone de déploiement. En faire un objectif de chemin caché et de parquer l'avatar dessus, en hurlant au ciel et en demandant satisfaction. Ensuite, concentrez le reste de l'armée pour vous assurer que les Nécrons ne réussissent jamais un tour de 12 points en tenant le centre jusqu'à leur tour, et en utilisant Barot et les Faucons pour essayer de perturber le marquage des Nécrons autant que possible. Les Banshees doivent idéalement être placés dans un Falcon quelque part afin de pouvoir menacer de contrecharger les Destroyers s'ils deviennent trop confiants. Ce n'est pas un plan idéal et les Nécrons vont toujours marquer beaucoup de points, mais il me semble qu'ils donnent la meilleure chance de gagner. Je me rends compte que je me concentre surtout sur ce que les Craftworld doivent faire ici. Et c'est parce que le plan des Nécrons est beaucoup moins compliqué. Ils doivent juste doser leurs ressources pour faire pression sur les objectifs de manière continue, tout en ramassant des morts nobles si le code de combat est choisi. Ils peuvent aussi semer la pagaille avec un avatar qui occupe seul un objectif, s'ils sont prêts à lancer plusieurs unités dessus. Car s'ils chargent avec une unité et en balancent une autre pour aller de l'autre côté de l'objectif, l'avatar ne peut pas avoir les deux. Tout cela fait des Aeldari des outsiders, et bien que Matt ait obtenu un score assez élevé, il n'a pas été en mesure de surmonter la puissance des dynasties cette fois. Et donc en termes de résultats, nous sommes sur un 96 à 79 en la faveur des Nécrons. C'est un peu l'apothéose du plan des expansionnistes éternels ici. D'énormes masses de scarabées avec objectifs sécurisés, avec une sauvegarde invulnérable du chronomancien, poussées sur des objectifs pour vous priver de primaires si vous ne vous engagez pas à les tuer. Puis beaucoup d'unités de destructeurs mortels pour vous punir avec une contre-charge si vous allez à fond. L'ajout du réanimateur est une technologie intéressante qui permet aux Locust d'opérer de manière un peu plus sûre dans certains matchs. Et comme le réanimateur est core et canoptech, il peut faire double emploi en tant que pièce d'objectif, ou bloquer le tir sur une barge de catacombe commande. Quand c'est nécessaire, une liste très puissante jouée à la perfection par Jack, qui n'a perdu que 10 points de victoire pendant tout l'événement. Ah, il a pas fait que des 100-0. Bouh, on est triste. Matt Schumann donc arrive deuxième avec Ultway. Comme nous l'avons mentionné dans l'épreuve de force, les Craftworld sont dans une situation assez difficile en ce moment, et vous devez construire des listes assez biaisées pour réussir. Cette liste le fait à l'appel, elle utilise soit des sacrifices bon marché, soit un avatar fortement buffé pour attirer l'attention de l'adversaire, qui utilise une large boîte à outils de guerrier aspect déployée depuis les Falcons pour échanger contre l'ennemi et marquer des secondaires. Les marges d'erreur semblent plutôt minces, même si, pour être honnête, les Faucons sont étonnamment résistants en tant qu'Ultway avec Fate Reader grâce à Strand of Fate. Et j'imagine que c'était absolument terrifiant de jouer pendant 9 tours consécutifs, donc félicitations à Matt pour ce run extrêmement solide. En troisième place, nous avons Steven Crowley avec ses Nécrons. Je pense qu'il est Eternal Expansionniste. Voilà, Eternal Conqueror et notre Leslie Expansionniste. Donc il est sur un bataillon avec un Ocelot de Plasmacite. En QG, on a un Catacombe Command Barge avec le Voltaic Staff et l'Enduring Wheel, donc un classique. Double Chronomancer, dont l'un avec le Vol des Ténèbres. En troupe, nous avons une triplette d'Immortels en Ghost Blaster. En élite, nous avons 10 Lich Guard. En épée et bouclier, on a 2 unités de 6 Scorpec. En attaque rapide, on a 2 unités de 3 Canoptech Scarab Swarm. En volant, les 2 Doomsize. Et enfin, le Supreme Command Détachement avec le Silent King. Encore des expansionnistes, cette fois-ci orientés vers des cibles résistantes et durables, et utilisant les Doomsize pour la portée à distance. 2 Chronomancer permettent d'améliorer les 2 Scythe ou les 2 unités Scorpec en même temps. Si vous avez besoin de réagir à plusieurs menaces, et étant donné que les Lich Guard sont également assez résistants, cela donne à la construction une capacité inhabituellement élevée de choisir un tour ou d'entrer dans le milieu du tableau avec des choses à la fois durables et dangereuses, plutôt que d'avoir à échanger. Il s'est fait dominer par les Nécrons de Jack en demi-finale, où je pense que le fait que son tir n'est pas fantastique dans les scarabs à jouer contre lui, permettant potentiellement à Jack de contrôler le rythme de l'engagement.
Malgré tout, c'est génial de voir deux listes de Necrons dans le top 4. Et c'est bien qu'il y ait une certaine variété dans la façon dont l'armée a été construite. Bravo à Steven. Alors c'est marrant, quand on remonte un peu dans le passé, où on avait beaucoup d'arlequins, de taux, de custos dans les tops, on commençait un peu à en avoir marre. Mais là, il est content de voir du Necron tout le temps. Alors certes, ils ont été très largement améliorés, mais là, le Necron, c'est un peu comme le Tyrannide, hein, on sature un peu. Essayons de remédier à tout ça. Nous trouvons à la 4ème place Andrew Gonio avec ses taux. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Donc, on a une première patrouille, il joue en taux 7. Alors, il a écrit Triptide, donc il joue 3 Riptide du coup. Alors, attendez, donc première patrouille, on a un Commander Colstar avec l'exemplaire of Coyon pour le redéploiement. Il a le prototype Burst Cannon avec le sien, bien sûr, et un double plasma rifle. En troupe, on a 10 carnivores croûtes. En soutien, on retrouve 2 Riptide. Donc effectivement, dans l'autre détachement, il doit en jouer une, je pense. Donc 2 Riptide équipés de la même bannière, double plasma rifle, le ion accélérateur, multitracker, shield missile drone, etc., etc. Les 2 Sunshark Bomber, le classique Anto, ce sont vraiment 2 avions très intéressants. Dans le deuxième détachement, on a une patrouille du coup avec un Commander Colstar Again. Alors lui, il a le Vectored Maneuvering Thruster, ça c'est la Relicto qui lui permet lorsque une unité lui déclare une charge, une fois par tour, il va pouvoir réaliser un normal move, sachant qu'en plus... la relique lui donne plus 2 au mouvement, il me semble, ce qui fait qu'il bouge de 16, quelque chose comme ça. C'est pas le commandeur sur lequel il faut déclarer une charge. Il a précision du chasseur, entrée de seigneur de guerre pour la full reroll touche bless, il a son autocanon classique, double plasma rifle, et il a le taux lance-flamme avec son prototype, le thermoneutronique projecteur, le lance-flamme, pour lequel il faut faire des jets pour toucher. Ensuite, on a un long strike en deuxième QG, avec l'accélérateur burst, donc c'est les 2 petits canons Kiratata, comme dirait Ishii, là. En troupe, on a une unité de 10 croûtes carnivores, en attaque rapide 2 unités de 4 croûtes hound. En soutien, nous retrouvons un deuxième Hammerhead, et enfin la 3ème Riptide. Oh lord! Beaucoup de constructions tôt réussies récemment sont devenues grosses, entre guillemets, avec des unités lourdes et durables et une grande portée pour essayer de frapper les adversaires en alpha. Les 3 Riptide, plus les Hammerhead et les Sunshark, sont certainement ceux-là. Je pense qu'il y a un élément majeur pour lequel c'est un choix technologique pour le terrain Games Workshop. Le Sunshark, déjà bon, est encore meilleur, et le Nova Boost sur les Riptide est fantastique. Tout ce qui vous permet de faire un mouvement après le tir vous permet d'entrer et de sortir des carrés de plexiglas de manière fiable, vous permettant de libérer votre puissance de feu en toute impunité. Et les Riptide sont encore meilleurs à cela que la plupart des options, parce qu'ils sont probablement assez grands pour voir par-dessus les murs du terrain de la zone lorsqu'ils y sont. Cela signifie que cette armée remporte tout simplement n'importe quelle fusillade, et elle a les dégâts nécessaires pour disperser très rapidement le genre d'outil que les Necrons utilisent aussi, ce qui en fait un choix très efficace pour l'événement et le metagame. Elle a finalement perdu d'un cheveu face aux Ultway de Mac, et cela semble plausible car ils ont le bon type de mouvement pour battre cette armée à son propre jeu. Donc on a un petit bonus de Showdown. Comme mentionné au début, nous avons une démonstration spéciale de Mike Pestilence qui parle de sa partie de ronde finale contre Larry Oliver. Donc on est sur Secure Missing Artifact, Mike Pestilence joue Black Legion, donc on a un bataillon avec un Dark Apostle, alors je connais pas toutes, alors ça c'est l'Illusionary Supplication, c'est la litanie qui fait qu'on ne reroll pas les jets pour toucher et on touche sur 4+, donc il doit jouer un gros pack de thermie avec la Black Rune je présume. Cloak of Conquest, c'est peut-être une relique, je sais pas, je connais pas très bien toutes les options du codex Space Marine du Chaos. Ensuite, nous avons un Master of Possession avec Trusted War Leader, Aspiring Lord, bon ça c'est le stratagème, Ball Pistol, blablabla, Mark of Tinch, Mutated Invigoration, Pact of Flesh et son staff. Ensuite, nous avons le sorcier en armure Terminator avec un familier, Combi Melta, il a pris le Desex, Marque de Slanesh avec le Veil Breaker Plate, et en pouvoir, il a le Warp Time. En troupe, nous avons 2 unités de 10 cultistes et 2 unités de légionnaires. Alors, une unité de légionnaire, donc en marque de Slanesh, donc c'est une unité de 10. Alors, il a mis le Bellfire Tom pour avoir Infernal Gaze dedans. Il a une hache tronçonneuse lourde. Tout le reste étant pistolet bolter, épée tronçonneuse. Et le sergent est en gantelet énergétique. Quant à la deuxième unité de légionnaire, elle est Chaos and Divide, et il n'y a rien de spécifique à part une Power Sword sur le champion. En élite, comme je l'ai dit, on a le pack de Determinator en marque de Slanesh avec la Black Rune. Par contre, en termes d'armes, je regarde, on est en full combi bolter de ce que je vois. Full combi bolter, le sergent, lui, a 2 armes de cac. Alors,
Full Combi Bolter, on a 4 Power Fist, 2 Chain Fist dont une qui est sur le sergent, et en plus du Chain Fist, le sergent a l'Accursed Weapon avec 4 autres Terminators. Ensuite, nous retrouvons en élite 10 rubriques Marines avec l'icône de flamme, le Warp Time et beaucoup de Warp Flammer dedans, 9 en l'occurrence, 10 avec le Warp Flame Pistol du sorcier. En attaque rapide, nous avons double Venom Crawler. Et en soutien, nous avons un Chaos Rapier Carrier au Heavy Bolter, donc ça c'est une sortie Forge World de mémoire. Et enfin, en Supreme Command Détachement, nous avons Abaddon le Despoiler, avec tous ses traits de seigneur de guerre en seigneur de guerre. Du côté Tyrannide, avec Larry Oliver, donc nous avons une construction Kraken où il a gardé son adaptation qui lui permet d'améliorer son advance. Donc dans un bataillon, nous avons en QG un Eurotrope avec la résonance barbe, il n'a pas mis de trait de seigneur de guerre. Ensuite, nous avons un Tervigon, très bien, avec l'Amoclo et le Heightened Sense, donc il le joue exactement comme moi et la glande d'adrénaline. Ensuite, nous avons un Tyran ailé avec la glande d'adrénaline, l'Obliterax, et il n'a pas mis de trait de seigneur de guerre dessus. En troupe, nous avons une première unité de 29 Thermagantes, pas 30, pas 20, mais 29. Une autre unité de 10 Thermagantes, et enfin une unité de 5 guerriers tyrannides. En élite, nous avons une unité de Gene Stealers, une unité de 3 Tyrangardes avec les Bioknut et les Bone Cleaver, 2 unités de 4 Venom Trop et une unité de 3 Zoanthropes. En soutien, nous retrouvons 2 Tyrannofex avec des ruptures canon. Larry est un joueur de Needs très expérimenté, je savais que j'allais avoir une vraie bataille. La plupart des listes de Needs sont des Léviathans et j'étais préparé pour battre ces listes. La Black Legion est très heureuse de jouer un jeu de tu empiles tes buffs, je vais empiler les miens et nous verrons qui restera debout. Les avions comme les harpies sur le papier semblent être un problème pour ma liste. Mais en pratique, je les détruis tout simplement. Les seuls avions que vous voyez en compétition sont des Endurance 7 et non pas d'armure de mépris. Ce qui signifie que 40 Combi Bolter avec une portée de menace de 46 pouces à plus 1 ampère et des rerolls complètes pour toucher et blesser les arraches du ciel. C'est pas faux. Larry a choisi, à juste titre à mon avis, le Kraken plutôt que le Léviathan, ce qui a rendu ce match-up beaucoup plus difficile. J'avais un sac assez profond d'astuces de mobilité. Avancer et tirer, avancer et battre en retraite, et charger une fois par partie via Confluence of Traitors. Se téléporter une fois par partie, ressusciter des figurines pour ajouter 3 à 4 pouces de mouvement, Warp Time pour aider à obtenir des angles ou se déplacer vers des objectifs, même si je ne peux pas charger. Malheureusement, les Kraken Tyrannide ont tellement de mobilité que je savais que j'avais un désavantage de mouvement. Mon plan de jeu était simple, tuer sa mobilité tôt, et ensuite, aller chasser ses objectifs en fin de partie. J'ai pris Garlong, interrogation psychique et bannière. Donc Garlong c'est The Long War. The Long War est un choix assez standard et interrogation est décent pour les needs non chronos puisqu'ils n'ont pas de bonus de deny. Sauf quand on a l'impérative Neurotrope, bien sûr. Les Venom Crawlers donnent également un +1 pour lancer l'aura qui annule leur -1 pour lancer l'aura. Le troisième secondaire était un choix difficile et j'ai finalement opté pour bannière. Sur le papier, le déploiement en quart contre une armée rapide est absolument pas le moment de prendre des bannières. Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, la situation secondaire de la Black Legion est une vraie poubelle. Ce qu'il y a de bien avec les bannières, c'est que si vous mettez l'adversaire au pied du mur, vous pouvez lever un tas de bannières plus tard, une fois que vous l'avez repoussé. Ma condition de victoire était de tout tuer, et la Black Legion joue extrêmement bien cette partie du jeu. Je pourrais aussi bien prendre un secondaire qui en profite sans m'obliger à tuer des unités spécifiques, comme assassiner. Ce n'est pas intuitif, mais bannière était essentiellement mon secondaire de mort dans ce match-up. J'ai déployé la plupart du temps de manière conservatrice, tout comme Larry, une unité de cultistes étalée sur la ligne comme couverture pour atteindre mon objectif de gauche si je passais en premier. Les needs sont passés en premier. Larry a intelligemment utilisé le stratagème d'avance de 8 et l'impératif de mouvement Tervigon avec plus de mouvement. Il a porté d'engagement de 2 pouces pour charger quelques cultistes avec son unité de 30 Thermagontes, inondant un côté du plateau. 30 mai 29. Il a ramené de nombreuses figurines vers le Tervigon, ce qui signifie que je devais soit effacer l'unité en une seule fois, soit l'éviter complètement pour ne pas lui donner le mouvement de la phase de commandement. Il a mis Catalyst sur l'escouade de 30 Gaunt, qui a perdu beaucoup plus de Gaunt que prévu à cause de coups de poing aléatoires des cultistes et des rubriques pendant son tour. Cela m'a donné une fenêtre d'opportunité. J'ai gonflé les Terminators avec tous les buffs possibles, j'en ai fait des Corsaires rouges, donc des Red Corsaires, pour qu'ils puissent atteindre les Gaunt. En étant Red Corsaire, ça lui permet d'avoir l'Advance et Charge. J'ai aussi dépensé un point de commandement pour une dévastation implacable afin qu'il puisse abattre les 10 Gaunt que son Tervigon avait fait apparaître. Les Terminators ont profité du délicieux buffet de Gaunt en mêlée.
Larry a terminé le tour 1 avec beaucoup plus de couverture d'objectifs, et j'avais tué toutes les figurines de mon côté du plateau, et je pouvais maintenant me tourner vers la bagarre du milieu de terrain. À partir de là, c'était une véritable bagarre. Larry a utilisé la stratégie d'avance de 8 pouces sur quelques Venom Traps pour traquer mon Dark Apostle. J'ai téléporté les Rubric Marines pour tuer un Tyrannofex et retourner un objectif. Il a envoyé le volant pour tuer Abaddon, qui était trop loin dans mes lignes pour qu'il puisse déborder et se mettre en sécurité. J'ai tué le Flyhunt avec les Venom Crawler et Determinator. Les légionnaires ont utilisé Herald of Doom pour retourner l'objectif du milieu du terrain. Son Tervigon, avec tous ses jets de touche et de blessures, a envoyé mes héros du destin au bout du couloir. J'ai été capable de marquer 12 points au bas du tour 5, presque maximiser les primaires. Donc la partie s'est jouée sur les secondaires. Malheureusement, Cranial Feasting a été un coup de maître contre ma liste. Si j'avais eu un secondaire décent de plus, j'aurais pu simplement caster sur mon côté pour le priver de nos prisonneurs et de Cranial Feasting. En fait, nous avons dû faire quelques jeux après que Larry ait obtenu un boost de points de victoire en passant en premier. Et nous avons juste perdu trop de points de victoire en faisant ces jeux. Mon seul regret est de ne pas avoir d'infanterie rapide qui pourrait lever une bannière sur mon objectif de gauche au premier tour, sans que je doive mettre une unité de cultiste en ligne. Pour l'avenir, je laisserai probablement tomber le porteur de rapière et une unité de cultiste pour une unité de raptor de Nurgle afin de me donner un peu plus de jeu d'objectifs. Il fonctionne aussi très bien avec la cape de conquête pour saper les objectifs de leur côté en fin de partie. Larry a vraiment bien joué pendant ces 5 tours. Il mérite des félicitations pour avoir gagné le bracket et je suis sûr que je le rejouerai un jour. Je suis heureux d'avoir joué contre une excellente liste de Kraken et un joueur à égalité tout en étant deuxième sur cette mission. Et je suis confiant dans la capacité de ma Black Legion à combattre n'importe qui avec quelques ajustements à l'avenir. Du côté de Larry, nous faisons donc 45 sur 45 au niveau des primaires, 9 sur 15 sur nos prisonnières, 15 sur 15 sur Cranial Feasting et 4 sur 15 sur les sport mines. D'accord, il a pris les notes de sport. Ok. Du côté de Mike, on a 44-45 sur le primaire, donc on est vraiment à un point près sur une égalité. 9-15 sur The Long War, donc on nullifie en fait le No Prisoner. 7 sur 15 sur les bannières, ce qui est plutôt correct en soi. Mais bon, on est sur 15 et Cranial Feasting. Et par contre, il fait 9 points sur la Psychique Interrogation. Et c'est là où Psychique Interrogation, des fois, peut être un peu moins intéressante que potentiellement un Ritual Warp. Parce que s'il a réussi 3 fois, il fait 9 points avec la Psychique Interrogation. Alors qu'avec Ritual Warp, s'il réussit 3 fois, il faisait 12 points. Donc potentiellement, il pouvait... Bon, bien sûr, j'étais pas présent durant la partie, donc je sais pas si son Psyker pouvait atteindre les 6 pouces du centre du champ de bataille, facilement, sans se faire sniper. Mais du coup, il aurait pu ramasser 3 points de plus. Donc, ce qui fait qu'on est à plus 1 ici. Là, on a égalité. Ici, on est à plus 8, donc plus 9 en tout pour Larry. Et ici, on fait un plus 5, donc de 9, on passe à plus 4. Donc, il fait 4 points de plus, Larry, et donc remporte la victoire. Paf, 79 à 83, 4 points de différence. Ces événements par tranche sont toujours un cauchemar pour savoir où couper. Donc, je vais juste choisir tous ceux qui ont eu au moins 2 victoires dans la tranche supérieure, soit 5 joueurs de plus, classés comme ils le sont dans BCP par OGW. Ne me dites pas s'ils ont annoncé un ordre différent lors de l'événement. Ne me dites pas si je me suis trompé. Alors, en 5e place, nous avons Brian Jones et ses Imperial Knights. En 6e place, Tony Phillips avec ses Adeptas Sororitas. 7e, Brad Townsend avec ses Thousand Sons. En 8e place, Christopher Gosselin avec des Tyrannies dans le Léviathan. Et en 9e place, Brenton Weiss en taux.